Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être si nombreux dès ce matin pour ces 5 conférences constituant le Maritime Day. La première a lieu ici. Les suivantes auront lieu de l'autre côté, par là, en salle de conférence numéro 2. Donc, débat d'ouverture, un monde maritime XXL, méga alliance, méga porte-conteneurs, is bigger, better. C'est une question que l'on pose chaque année. Jusqu'où cela va-t-il aller? Cela va-t-il s'arrêter un jour? Les bateaux sont de plus en plus gros. Les alliances de plus en plus grosses, mais de moins en moins nombreuses. Le taux de fret est de plus en plus bas. J'ai regardé le Baltic Index ce matin, il était à 398, ce qui n'est pas terrible. Quelles conséquences de tout cela pour et les armateurs, et les chargeurs, et les ports, et l'Interland? On va voir ça avec nos invités. Alors Hervé Martel doit arriver, il sort du RER. Il représentera l'Union des ports de France qu'il préside. Klaus Allmann Jensen était prévu, lui a raté son avion à Marseille. Nicolas Müller du groupe SEB, Christa Sis de l'Université d'Anvers, Olaf Merck de l'OCDE, vous êtes là. Jean-Louis Leyonde, président du conseil de surveillance du port du Havre, président de la SOGET, et Herbert de Saint-Simon, président de TLF Overseas. Merci à tous. Donc Hervé Martel s'assiera à votre gauche. On peut peut-être commencer par vous. Olaf Merck, l'OCDE, le Forum international du transport, a fait une étude sur l'impact de ce que vous appelez les méga ships, méga vessels, sur le transport maritime, sur les ports. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, merci beaucoup. J'ai oublié de préciser, pardon, for English-speaking people, simultaneous translation on channel 2 for the headphones. Oui, merci pour cette introduction. Merci d'être venu, bien sûr. Oui, c'est is bigger better. Hein, c'est ça la question. C'est une question intéressante, je trouve. Ma réponse sur cette question sera non. Et je crois qu'il y a 4 raisons pour lesquelles bigger is not better. Il y a des coûts, il y a des pics, il y a des risques, il y a un déséquilibre institutionnel qui est lié avec ça. Et je vais en dire quelques mots après. En plus, le pire est devant nous. Hein. On va avoir les très grands impacts de ces méga navires, des méga alliances qui sont encore à venir. On n'a pas encore vu les pires impacts. Alors, pour fixer les données, alliance, on en a 4 aujourd'hui. Oui. 4. Sur les bateaux, on en est à quoi? 20 000 EVP. On est en construction en Corée à 23 000, c'est ça? Non, là, le maximum, il est 19 240, je crois, EVP. Il y a des bateaux qui sont en construction pour un petit peu plus grands. En gros, c'est le même bateau, hein, mais bon, c'est juste comment on compte un peu. Là, je crois qu'on va aller jusqu'à 21 000. Après, il y a toujours des idées pour aller plus grandes, mais à mon avis, ils ne sont pas encore officiellement en construction. Ok, donc 4 problèmes, les coûts, les coûts, les pics, allez-y. Oui, 4 problèmes, effectivement. Les coûts, c'est les coûts pour le système de transport en total. Hein, c'est ça. C'est clair que ces grands navires, ils sont là parce qu'il y a des économies d'échelle pour les armateurs. Ils sont encore là. Hein. Bon, en ce moment, en pratique, ils sont pas là parce qu'il y en a trop, il y a une surcapacité. Alors, finalement, les économies d'échelle qu'ils voulaient attendre, ils sont pas à attendre parce qu'il y a cette circonstance-là. Mais bon, en théorie, il y a des économies d'échelle, mais en même temps, ça génère aussi beaucoup de coûts pour le système de transport en général. Ce sont des coûts pour les ports, pour les terminaux, pour l'infrastructure vers l'arrière-pays. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est des pics. Quand on parle des navires de 20 000 EVP, containers, ça voudrait dire que tout d'un coup, on peut avoir énormément de containers à la fois sur un moment à quai.
Ça voudrait dire, tout d'un coup, il faut avoir beaucoup d'emplois, il faut beaucoup de grues, il faut beaucoup d'équipements. Et après, dans le terminal, il faut pouvoir évacuer très vite ces conteneurs. Sinon, ça congestionne très très vite le port. Et c'est un peu comme si tout d'un coup on décide qu'il n'y a pas 3 repas par jour, en fait il y a un, et tout d'un coup on va manger tout ça à un moment. Et le problème c'est souvent indigestion. Ouais, c'est une crise de foie, et c'est ça qui risque un peu dans les ports. Ce que vous voulez dire, c'est que pour un bateau géant qui arrivera une fois de temps en temps, il faudra que le port ait investi énormément, mais pour une fréquence qui finalement est assez faible. Oui, voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir 2 navires, on va dire de 10 000 conteneurs qui arrivent chaque 12 heures, on va avoir un navire qui arrive chaque 24 heures. C'est-à-dire toute l'activité va être concentrée sur ce moment-là. Et ça voudrait dire qu'il y a à la fois on va dire, une sorte de congestion, une sorte de pic à ce moment-là, et il y a d'autres moments où il n'y a finalement rien à faire dans le port. Alors il y a un problème pour le retour sur l'investissement des infrastructures. Alors ça, c'est les pics. Le troisième problème, à mon avis, c'est des risques. Hein, des risques de ces grands navires. Bon, imagine qu'il y a un accident avec ce grand navire, ça donnera plus de risques, ça va être plus difficile de sauver ce navire. Les coûts qui sont calculés avec ça pourrait être plus qu'un milliard d'euros. Vous voulez dire en coût d'assurance des marchandises ? Coût d'assurance quand il y a un accident. Ouais. Ça fait déjà quelques années qu'il y a Allianz, hein, ce grand assureur qui chaque année fait son rapport aussi sur le transport maritime. Et chaque année, ils disent bon, ça c'est un très grand risque. Il n'y a pas seulement les risques en termes d'assurance, il y a aussi un risque pour, on va dire, pour les chargeurs, hein, pour les exporteurs, les importeurs, parce qu'au lieu d'avoir la possibilité de mettre son cargo sur plusieurs navires, avec plusieurs armateurs, en fait, le pratique va être plus une concentration de cargo sur un navire. Et aussi, comme il y a des alliances, en fait, même si on a l'impression qu'il y a plusieurs navires, finalement, c'est juste une navire parce que c'est une alliance. Ça, c'est le troisième problème. Et finalement, le quatrième problème, à mon avis, c'est une sorte de déséquilibre institutionnel. Et c'est ça aussi le lien avec des alliances. Le fait d'avoir des méga navires qui sont chers évidemment et qui nécessitent beaucoup de cargo fait que on a aussi un modèle où des armateurs deviennent de plus en plus grands et en même temps ils sont aussi en train de se mettre dans des très grandes alliances. Qui fait que, vous avez bien dit, en ce moment il y a 4 alliances, qui fait que le choix devient limité. La possibilité de mettre un peu les œufs dans tous les paniers pour les chargeurs devient moins grande. Aussi, ils vont avoir un pouvoir d'achat, de négociation plus important vis-à-vis des ports, vis-à-vis des terminaux, qui fait que le système qu'on a en ce moment, que je trouve assez malsain, pourrait continuer. C'est-à-dire un système où il y a des armateurs imposent de certaine façon leur choix et c'est le reste qui doit suivre. Et c'est là, à mon avis, le défi pour les années qui viennent, de trouver un modèle ou une amélioration de modèle où les coûts qui sont générés par ces investissements des armateurs sont finalement internalisés. C'est-à-dire que finalement, ils sont aussi responsables pour payer pour ce coût-là. Et si on a résolu ce problème-là, là, finalement, on va un peu sortir de ce modèle où il y a on peut dire, une sorte de cercle vicieux, hein, où il y a toujours cette nécessité de réduire les coûts, du coup, toujours avoir des navires plus grands, du coup, toujours une surcapacité, et après, toujours avoir des freight rates qui sont plus bas qu'avant.
qui, à la fois et à nouveau, génère une nécessité de réduire les coûts. Et c'est ça un peu le cercle visuel dans lequel on est maintenant. Le pire est devant nous, hein, j'ai déjà dit, parce qu'il y a encore beaucoup de navires qui sont dans le stade, ils ne sont pas encore construits, ils sont commandés, mais ils vont encore être sur le marché dans les années qui viennent, 2017, 2018, qui voudrait dire qu'on va avoir encore plus de surcapacité, qu'on va avoir encore plus de pics, qu'on va avoir moins de fréquences, hein, il y aura plus de cargo qui va être concentré sur des grands navires, c'est-à-dire on va avoir moins de services par semaine de l'Asie vers l'Europe. Et il va y avoir un effet de cascade, c'est-à-dire pas seulement on va voir ça en Europe, on va avoir ça un peu partout dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Il faut qu'un armateur décide d'arrêter la course à l'armement ou les chargeurs devraient s'organiser pour organiser leur propre transport, pour créer une concurrence qui, ce que vous dites, ce que vous suggérez, n'existera bientôt plus. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter l'explosion de ce qui semble être une bulle économique un peu suicidaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut améliorer le système dans lequel on est. À mon avis, le point clé, c'est ce problème de coût les armateurs peuvent imposer le coût d'infrastructure que les autres doivent payer. Si on a un système où ça, c'est, on va dire, dans le prix de transport maritime, hein, le fait d'avoir des plus grands navires fait aussi que les armateurs payent pour je sais pas, le dragage qui est nécessaire pour les plus grands navires, par exemple. Dans ce cas-là, ils ont, on va dire, un incentive de investir avec ça en tête. Et à mon avis, ça pourrait calmer les jeux. Ça, c'est la première chose. Après, on peut aussi réfléchir à d'autres modèles que ce modèle Méga XL, comme ça a été nommé pour cette session. Et là, je crois qu'il y a des tendances qui laissent penser que peut-être il y a une sorte de changement de paradigme quand on parle de transport maritime, de containerisé. Pour 4 raisons. Il y a des flux qui changent. On avait un modèle, et ce modèle de méga navire, c'est un modèle où les flux intercontinentaux sont importants. Les flux entre Asie et l'Europe, entre Asie et l'Amérique du Nord. Là, ce qui est en train de se passer, c'est les flux intra-Asie sont beaucoup plus importants, 4 à 5 fois plus importants que les flux entre Asie et Europe. Pour les flux en Asie, on n'a pas besoin des très grands navires. Pourquoi on a des très grands navires? Parce qu'on a beaucoup de cargo et parce qu'on a beaucoup de jours en mer. Bon, quand on reste dans un continent, on n'a pas beaucoup de jours en mer. Normalement, on a des navires qui sont moins grands et qui sont plus flexibles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est effectivement les chargeurs qui sont... en tout cas, ceux que j'entends, ils ne sont pas contents parce qu'ils ont plus de risques, ils ont moins de services. Bon, ils ont un prix qui est plus bas, mais finalement, ce n'est pas le service que la plupart des chargeurs attendent. Et bon, ça, à mon avis, soit ça va pousser le monde maritime à être plus adaptif à leurs demandes, soit les chargeurs pouvaient aussi prendre les choses en main, pouvaient peut-être organiser plus leur propre transport maritime. Et ça, c'est un peu lié aussi à la troisième raison, qui est ce que j'ai dit, ce que j'ai appelé un peu l'ubérisation de transport maritime. On a beaucoup parlé de Uber dans d'autres secteurs de transport. Dans le secteur maritime, on n'a pas encore vraiment vu ça, mais je crois qu'il y a des tendances, des signes que ça commence à apparaître. Et là, on est dans un modèle où avoir des grands navires, ce n'est pas un avantage, c'est plutôt un désavantage. Parce que là, on va être concurrentiel parce qu'on a un système intelligent pour l'information. Il faudrait préciser quand même, ubérisation, on a du mal à l'associer à un navire, vu le capital immobilisé, le capital investi. Comment on peut ubériser un navire? Il y a des exemples déjà?
faire la parallèle avec ce que Amazon est en train de faire dans le transport de fret par avion. Là, récemment, ils ont décidé de prendre ça en main, de prendre leur propre, de faire un charter Hervé Martel, bonjour. Des avions de fret et de plus passer par des DHL, par d'autres. Là, il y a un modèle. Ce qui est intéressant, c'est Amazon aussi est en train de se mettre dans le transport maritime. Ils sont maintenant des licences pour être shipbroker. Alors, on peut imaginer facilement un modèle où eux, ils vont organiser avec toutes les données qu'ils ont sur les clients une forme de transport maritime. Dernier point. Et le dernier point, ça c'est sur le régulateur. Et là, bon, c'est un peu spéculé, mais quand on voit le modèle qui est là, où il y a un secteur qui impose un peu ces demandes d'investissement, un secteur de transport maritime qui quand même pas mal subventionné, soutenu par des États, par l'argent public, qui en même temps créait pas beaucoup d'emplois et pour l'instant n'a pas encore été très actif dans le débat sur le changement climatique. Finalement, ça présente on va dire, un ensemble politique qui est difficile à vendre dans une période de crise. Alors là, c'est bien possible que le régulateur commence à se réveiller et se dire, bon, peut-être il faut qu'on fasse quelque chose. Intervention publique, que les chargeurs s'organisent un peu. Et puis pour les ports, vous l'avez dit, le problème c'est les pics finalement. Est-ce que cela vaut la peine d'investir pour quelques navires géants qui arrivent de temps en temps par année? Monsieur Leyond, je vous ai vu exprimer par votre visage des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment là, le problème c'est la question des pics quand on arrive dans les ports. Je pense que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la grande valse du monde du transport maritime mondial, c'est les armateurs qui donnent le tempo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, hommes de port, hommes de système de tous les ports français, nous avons des obligations certaines. Avoir le meilleur tirant d'eau, avoir le meilleur matériel nouveau, donc plus de 50 mètres de flèche, et plus de 50 mètres de hauteur, et simplement donner le meilleur service en desserte interne. C'est uniquement la seule chose qui plaît aux armateurs. C'est les armateurs qui donneront le tempo. Ouais, mais s'ils sont plus que 2, 3, 2 demain avec les alliances, alors, ils feront de vous ce qu'ils veulent. J'ai vu quand même pendant à peu près 40 ans, toujours à peu près cette même révolution. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au fur et à mesure qu'il y a des resserrements, comme on voit Costco, China Shipping, comme on voit certainement des groupements qu'il y aura dans le G6, de toute évidence, il se recréera d'autres armateurs à moindre coût. À partir du moment où les taux de fret regrimperont, il y aura des amateurs à redevenir armateurs. Et ça, on vit ça depuis 1945. Pas moi quand même, mais de toute évidence, ça s'est toujours passé comme ça. Alors comment ils pourraient grimper les taux de fret, justement, parce qu'il n'y aura plus que 2 armateurs sur Terre? Simplement, c'est une des... Incontestablement, c'est une paupérisation en chaîne. Les armateurs gagnent de moins en moins d'argent. Très bien. Donc, resserrent toutes les charges qu'ils ont, y compris les opérateurs terminaux qui les servent. Donc c'est une paupérisation en chaîne qui est en train de se passer. La grande question qui peut faire que ça remonte, c'est que simplement, est-ce que la très haute finance mondiale, j'ai bien dit la très haute finance, je ne parle pas des banques françaises, je ne parle pas des banques anglaises non plus, et autres, est-ce que la très haute finance mondiale suivra les investissements des grands armateurs? Et c'est là toute la question. Tant qu'il y aura des taux de fret ridiculement bas et autres, incontestablement, les grandes banques mondiales sont frileuses pour prêter de l'argent à des armateurs pour construire le navire. Ça, c'est un des facteurs qui peut faire que tout simplement, il y ait une remontée des taux de fret.
Alors la grande finance, est-ce que les pouvoirs publics ont leur mot à dire pour imposer des taxes supérieures à ces très grands navires, pour réguler peut-être la taille des navires? Après tout, on a régulé la taille des camions qui empruntent nos autoroutes. Alors ça, c'est une question qu'il faudra penser à Hervé Martel. En fin de compte, quand il est directeur, Il a pas l'air content, il est hein. directeur général du port du Havre. Bon, bah, c'est simple, hein. Nous, plus on accueille d'armateurs, mieux on se porte. Plus on a de trafic, mieux on se porte. Dans ces conditions-là, incontestablement, lorsque les armateurs viennent nous voir en disant « je vais vous amener un 20 000 TEUs », ben on l'accueille à bras ouverts. On n'a aucune mesure de rétorsion, d'autant plus qu'à la limite, il faudrait savoir ce que c'est qu'une mesure de rétorsion. Je rappelle qu'on est dans l'Europe. A priori, un port, dans ce domaine de taxation et autres, peut différemment se différencier du port d'Anvers, de Rotterdam ou d'Hambourg, hein. C'est pas évident du tout. Hein, les armateurs iront là, ils seront le mieux servis, au moindre coût, dans les meilleurs délais. Monsieur Martel, est-ce que la puissance publique doit intervenir pour limiter la taille des navires? Alors, moi je ne représente pas la puissance publique ici, hein, je Non, représente les autorités portuaires. Mais il vous a passé la main sur cette question. Oui, c'est pour ça que j'ai hoché c'est la pas tête. grave, vous À avez la limite, le- Olaf Merz qui est mieux placé que moi pour parler de régulation. Ce qui est certain, Il en a parlé c'est- justement. Absolument, j'ai entendu, mais je l'ai déjà entendu sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on est aujourd'hui sur un modèle économique du transport maritime de conteneurs qui est un peu fou. On connaît, quand on regarde l'indice de Shanghai sur les transports de conteneurs, il a été divisé par 5 depuis janvier 2015, depuis un an. Et on est sur des niveaux de taux de fret qui ne permettent pas à la plupart des armateurs de vivre convenablement. Donc on n'est pas dans une situation stabilisée. L'origine de ça, c'est effectivement la croissance de la taille des navires avec une croissance de la capacité mise en place qui s'est accélérée au moment même où l'économie ralentissait. Donc c'est au plan économique tout à fait absurde. Et je pense que l'origine fondamentale de ça, c'est la suppression des conférences maritimes, en fait. C'est-à-dire, expliquez à nos amis. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, 2007, 2008, une exemption de groupe au niveau européen qui autorisait les armateurs, au travers de conférences maritimes, à s'entendre sur des tarifs. Donc il y avait une forme de régulation qui s'opérait par ce biais-là. La suppression des conférences maritimes, les chargeurs, qui sont les grands bénéficiaires aujourd'hui, ils ont des taux de fret très faibles, sont intervenus très fortement auprès des instances européennes pour supprimer ces conférences maritimes. Et comme il n'y a plus d'entente possible sur les tarifs, ça stabilisait le marché quelque part, hein. Et bien aujourd'hui, on est sur cette fuite en avant, ce cercle vicieux, où pour faire face à une situation où la rentabilité est faible, la seule solution pour les armateurs, c'est de rechercher des économies d'échelle, donc d'acheter des navires plus gros. Les autres n'ont pas d'autre choix que de suivre. Et tout ça génère une surcapacité. Et cette surcapacité fait évidemment baisser les taux de fret dans un marché non régulé. Face à cette baisse des taux de fret, les marges sont faibles. Et la meilleure façon de restaurer les marges, c'est de maîtriser les coûts. Et pour maîtriser les coûts, recherchons des économies d'échelle et construisons à nouveau des navires plus gros. On est dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, j'ai l'impression qu'il est en train de s'arrêter parce qu'on a atteint les limites du système. Enfin, les armateurs investissent moins aujourd'hui dans des gros navires, mais il provient du fait qu'il n'y a aucune régulation et aucun autre moyen de stabiliser les tarifs. Et donc, recherche ultralibéralisme en fait, recherche d'économie d'échelle sans fin par les armateurs. Et en fait, la capacité mise en ligne n'a plus aucun rapport avec la demande réelle du marché. C'est un petit peu absurde. Est-ce qu'il faut une régulation? Moi, je ne suis pas régulateur, donc je ne vais pas répondre à ça. Moi, je suis autorité portuaire. Et d'un point de vue des autorités portuaires, on a des clients. Ces clients, ils ont leur propre stratégie. Elle conduit à ça. Ils ont leur propre stratégie. Et nous, autorités portuaires et l'ensemble des places portuaires, notre métier, c'est de répondre à nos clients. Et là-dessus, je veux dire que les ports français sont plutôt pas mal placés, puisque que ce soit à Marseille ou au Havre, et c'est sur l'Orange Nord qu'on a ces très grands navires, on a la chance d'avoir une infrastructure extraordinaire qui est Port 2000, qui permet de recevoir les plus grands navires aujourd'hui sans aucune restriction à toutes conditions de marée. Et ce n'est pas le cas de nos principaux concurrents. Donc finalement, en termes d'avantages compétitifs par rapport à nos principaux concurrents, je veux dire, ce n'est pas forcément une très mauvaise nouvelle pour l'autorité portuaire, puisque nous avons investi dans cette infrastructure qui est Port 2000 et qui est le seul port en Europe avec Rotterdam aujourd'hui à être en capacité de recevoir ces très grands navires sans restriction. Alors ça pose quand même un certain nombre de difficultés, notamment pour les exploitants. Les exploitants portuaires, d'abord il y a des problèmes physiques. Navire, il faut des portiques plus hauts
avec des portées plus larges pour traiter des navires sur 23 conteneurs de large. Et donc les opérateurs de terminaux sont face à des défis d'investissement puisqu'il faut soit racheter des portiques nouveaux, soit jumboiser, ça veut dire rehausser et rallonger la portée des portiques. Donc ça fait des investissements assez considérables pour les opérateurs de terminaux qui sont face à des clients qui ont des marges très faibles et qui ne sont pas prêts à payer. Donc on a là un problème de modèle économique entre l'opérateur de terminal qui est le fournisseur et l'armateur qui se pose. Mais tous les opérateurs de terminaux sont face à cette situation et je sais qu'au Havre, les réflexions sont en cours, voire les décisions sont prises pour répondre à ce besoin. Ça crée aussi un autre problème pour la manutention dans les ports français, c'est que face à ce gigantisme, aucun armateur, même pas Maersk, même pas MSC, n'est capable seul de remplir ces grands navires avec la fréquence qui va bien sur les lignes. Et donc, constitution d'alliance, très instable depuis quelques années, encore instable aujourd'hui, parce qu'on voit bien que d'ici un an, ces alliances vont évoluer. La fusion des deux armateurs chinois, le rachat d'APL par CMA-CGM, tout ça fait que, assez probablement, la plupart des analystes pensent qu'on va vers 3 alliances. On a 4 alliances aujourd'hui d'armateurs dans le monde. On va probablement vers 3 alliances à échéance d'un an, 1 an et demi. Et quand on a 3 alliances, on ne peut pas avoir 4 terminaux sur un port. La logique, c'est qu'une alliance est traitée sur un terminal. Et donc, ça va aussi générer, dans un certain nombre de ports en Europe, et c'est le cas dans nos ports, une reconfiguration des opérateurs de terminaux, mais une reconfiguration qui, encore une fois, vous voyez, les alliances, en un an, on modifie le paysage des alliances. Pour un opérateur de terminal, il faut quand même un peu plus que ça pour asseoir une stratégie et amortir ses investissements. Et pour un gestionnaire d'infrastructure, le temps est encore beaucoup plus long. Et donc, il y a cette difficulté à laquelle on doit faire face. Et puis enfin, effectivement, vous le signalez, ces grands navires, ça fait des grosses escales. Et ces grosses escales, ça fait des pics d'activité. Et donc, on n'optimise pas l'utilisation des infrastructures et des superstructures. On a une activité de plus en plus erratique, en fait, avec des concentrations sur des périodes de la semaine ou des périodes de la journée, qui posent des problèmes pour les opérateurs, mais qui posent aussi des difficultés pour évacuer toutes ces marchandises. Et donc, de plus en plus, les modes massifiés, notamment le fluvial et le ferroviaire, deviennent indispensables, parce qu'on ne peut pas décharger 5, 6 000, 10 000 conteneurs et envoyer tout ça sur les routes. On a des problèmes de capacité, de congestion, au-delà des questions environnementales que ça pose. Et donc, tous les ports doivent s'organiser pour être des portes d'entrée sur des réseaux européens qui eux-mêmes ont une capacité à évacuer et à acheminer ces marchandises vers l'Interland. Donc ça génère effectivement un certain nombre de questions, y compris de politique publique. Mais encore une fois, nous, en tant qu'autorité portuaire, on a des clients, ils ont des gros navires, on s'organise pour accueillir les gros navires et pour satisfaire nos clients. Et je crois qu'au Havre, aujourd'hui, ils sont plutôt satisfaits. Donc c'est une bonne chose pour nous. Alors, on reviendra sur l'Interland, mais vous prenez le micro quand vous voulez, chacun de vous. Je vais caricaturer un peu. Finalement, c'est les armateurs qui décident de tout. Ils seront 3 demain. Est-ce que c'est eux qui vont dire quels ports auront le droit encore d'exister en Europe ? Ils ne seront pas 3, ils seront 3 alliances. Oui, au sein d'une alliance, chacun garde son autonomie commerciale. On a des regroupements techniques, ce qu'on appelait à l'époque des consortiums. Enfin, aujourd'hui, on appelle ça des alliances. Mais vous savez, entre MSC et Maersk au sein du 2M, il y a de la concurrence. Entre CMA et ses concurrents au sein de l'Ocean String, il y a de la réelle ou factice ? Et en plus, vous avez entre les alliances des échanges de slots. Donc tout ça est très très compliqué. Mais les armateurs n'ont d'autre choix que de se mettre ensemble pour organiser les lignes, même s'ils gardent leur autonomie commerciale. Monsieur Müller, les chargeurs ont été chargés, là Ces conférences où on fixait les prix ont été supprimées à cause des chargeurs. Et in fine, vous, c'est un vrai bonheur. La chute du taux de fret, ça vous arrange plutôt, peut-on penser naïvement ? Alors, si on regarde effectivement que l'aspect coût, effectivement, on va se dire les choses, on s'habitue assez facilement à la baisse des prix. L'inverse est plus difficile. Mais du coup, vous habituez à un prix bas et le jour où ça va augmenter, vous ne serez pas prêt peut-être. C'est toujours ce qui se passe. Alors, je pense qu'il faut... si ça remonte. Si ça remonte, de toute façon, ça c'est la spéculation. Aujourd'hui, on ne peut pas le présager. Juste pour rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit sur les conférences maritimes, effectivement, on a vu le même contexte sur le transport routier il y a quelques années. Ça a effectivement évolué et sur le long terme, on s'est quand même aperçu qu'on a plutôt développé le transport routier que l'inverse. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur une phase de transition qui effectivement amène probablement des coups bas à court terme. Ce qui nous pose souci clairement, c'est au-delà des aspects coûts, comme je leur dis, on va se dire les choses, quand on a des prix bas, on est plutôt content. On est sur une logique où par rapport à nos stratégies supply chain, la variation de ces coûts aujourd'hui est très rapide et ça nous met assez vite en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, alors je vais faire un focus plutôt sur les flux intercontinentaux type Asie-Europe ou Asie-US.
On sort de modèles, je pense qu'en termes de stratégie, on sort de modèles qui étaient basés sur une démarche qui allait... on achetait beaucoup en Asie pour distribuer les autres continents sur des grosses quantités et ça nous posait pas trop de soucis parce qu'on ne regardait pas trop le stock. Et on va de plus en plus vers des modèles où on recherche une optimisation globale. Et dans cette optimisation globale, on cherche bien évidemment un prix bas, mais également une optimisation de notre supply chain et notre stock. Votre visibilité, elle est de combien là je suppose qu'elle doit pu être terrible avec des prix aussi fluctuants. Vous avez une visibilité réelle? Alors, on a... alors ça dépend des stratégies d'achat. Hein, donc la stratégie d'achat, nous aujourd'hui, elle est sur des bases annuelles. Donc on négocie effectivement avec... alors il y a des entreprises qui négocient direct avec les compagnies maritimes, d'autres qui passent par des forwarders. Sur la stratégie du groupe SEB, on est plutôt sur des stratégies avec des forwarders et donc on négocie des prix annuels. Bien évidemment, c'est les forwarders qui prennent le risque de trading derrière. Vos flux majoritaires sont lesquels? Alors globalement, le groupe SEB, en termes de quantité, c'est 50 000 TEUs à l'année, donc des équivalents 20 pieds. Et c'est essentiellement Asie-Europe, Asie-US. D'accord. Donc sur ce modèle-là, effectivement, la visibilité, on essaie de la compenser effectivement au travers des intermédiaires. En revanche, on sait que c'est pas tenable. Si demain le prix du spot market est multiplié par 3 ou par 4, les intermédiaires viendront nous voir pour nous dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Mettez bien le micro. Pardon, excusez-moi. Mais malgré tout, au-delà des aspects bassement matérialistes que vous avez évoqués, je pense qu'il faut quand même bien comprendre que l'optique de notre démarche n'est pas uniquement concentrée et sur le prix. Elle est également orientée vers mieux répondre aux attentes de nos clients finaux, et donc d'essayer de coller de plus en plus à la demande. Et cette démarche nécessite, il y a pas mal d'éléments de risque qui ont été évoqués précédemment, nécessite de pouvoir être de plus en plus flexible, de plus en plus qualitatif dans la précision de nos livraisons et d'avoir les réseaux logistiques adaptés. Et dans les risques qui ont été partagés par les intervenants, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur l'agilité, la réduction des probables liés aux alliances du nombre de services, alors que je parle de services, c'est les lignes et l'offre maritime, va forcément à un moment donné nous pénaliser parce que ça va générer des pics. Et ces pics-là, ça va à l'encontre de la flexibilité et de l'agilité qu'on recherche. En termes de qualité, parce que le monsieur du port du Havre l'a évoqué. Monsieur Martel. Excusez-moi, Donc en termes de qualité. Oui, la qualité de service, quand on a un nombre plus faible d'alliances, qui effectivement sont des regroupements d'entreprises, mais in fine, vous voyez les choses comment? Qu'est-ce que vous avez en face? Nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, la qualité, on la voit de façon globale. On ne voit pas uniquement sur la partie, le leg maritime, on la voit sur le maritime plus le post-acheminement. C'est-à-dire, in fine, est-ce qu'on est bien livré dans nos entrepôts? Aujourd'hui, on a une offre qui est assez large quand même, malgré tout. Et effectivement, on va choisir des compagnies ou des prestataires qui vont à la fois nous garantir la partie maritime, mais le post-acheminement, pour qu'on ait un service global. Alors, bien évidemment, si demain il y a une alliance et que sur le port du Havre, par exemple, on n'a plus qu'une alliance, c'est un groupement d'entreprises. Il a dit non, le port du Havre. La difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément le choix derrière de notre interlocuteur. Et clairement, les compagnies maritimes, le niveau de qualité n'est pas égal. Qu'on se dise les choses. C'est évident. Alors pour ceux, aujourd'hui, on a deux modes pour gérer le post-acheminement. Soit on est en carrière relais. Que les choses soient claires. Un niveau de qualité, c'est quoi pour vous? C'est un bateau qui arrive à l'heure? C'est un bateau où on peut tracer la marchandise? C'est quoi concrètement? C'est un bateau qui arrive à l'heure et c'est potentiellement une compagnie maritime qui va assurer le post-acheminement de façon optimisée. C'est-à-dire la gestion de l'Interland? Oui, tout à fait, de l'inland. De l'inland, oui, pas de l'Interland, de l'inland. Okay. Donc de l'inland, et cette gestion de l'inland, aujourd'hui vous avez deux stratégies. Soit vous faites ce qu'on appelle du merchant haulage, vous prenez vos propres prestataires, soit vous faites du carrier haulage, c'est la compagnie maritime qui va assurer le post-acheminement. Et je pense que ça parlera à tout le monde. Sur des compagnies asiatiques, par exemple, c'est plus compliqué pour elles de gérer le post-acheminement en Europe qu'une compagnie européenne. Et si demain, d'aventure, ces alliances, dans un gâteau qui s'est rétréci, se répartissent le gâteau de la manière qui ne nous convient pas, c'est clair que ça va avoir des incidences pour nous. Monsieur Le Yondre, vous avez un micro à côté de vous là. Je voudrais simplement donner un chiffre exact. À aujourd'hui, depuis plusieurs années, le merchant haulage au Havre représente 70% et le carrier haulage 30%.
Ce qui veut dire concrètement, Monsieur Muller? Ouais, ce qui veut dire que la plupart des entreprises qui passent par Le Havre utilisent soit leurs commissionnaires, soit leurs propres moyens pour effectivement aller chercher la marchandise au port. Vous vous préparez, vous, chargeurs, à voir les taux de fret remonter? Si d'aventure un armateur ne joue plus le jeu ou disparaît, si d'aventure une régulation se produit, si d'aventure ce qui semble devoir arriver, la bulle, cette bulle économique explose, vous provisionnez, vous faites comment? Quand on est habitué, je le redis, mais tout le monde peut le comprendre, quand on est habitué à un taux bas, on se frotte les mains et on a tendance à s'endormir sur son oreiller, non? Alors aujourd'hui, pour être clair, on n'a pas une capacité à réagir à 3 mois. Ça c'est évident. En revanche, et plus particulièrement sur les groupes industriels, on a une capacité à faire des arbitrages, notamment sur les flux intercontinentaux. Nous aujourd'hui, sur le groupe SEB, on a une trentaine de sites au niveau mondial. On a la capacité sur les flux et notamment sur les productions d'Asie à faire des arbitrages industriels. Et donc de se dire, parce que je produisais en Asie, je vais le réinternaliser en Europe. Parce qu'il est clair que la part du coût de transport dans le coût de revient de nos produits est non négligeable. Donc effectivement, on peut s'y préparer, mais clairement, comme on est quand même face à de la spéculation, on espère que ça n'arrive pas trop vite. Et malgré tout, après, quand il faut prendre des décisions par rapport à ça. Merci Monsieur de Saint-Simon. Vous êtes organisateur de transport. Ça veut dire quoi pour vous le bigger? Est-ce qu'il est forcément better? Est-ce qu'il modifie en permanence, année après année, l'organisation du transport des marchandises, transport maritime dans le monde et en France? Oui, alors pour nous, les organisateurs de transport internationaux, dont je rappelle que la mission est d'accompagner les chargeurs dans la gestion et l'optimisation de leur supply chain internationale, nous ne sommes pas des acteurs du gigantisme. Bon. Notre mission à nous est de nous adapter aux nouveaux schémas logistiques que ces autoroutes de la mer vont générer. Ces autoroutes de la mer qui relient les principales plateformes du monde ont assez significativement modifié un certain nombre de schémas logistiques parce que il faut maintenant beaucoup de feeders pour alimenter les hubs qui eux-mêmes alimenteront ces gros navires qui relieront deux plateformes principales entre l'Asie et l'Europe par exemple ou entre l'Asie et les Amériques. Donc ces nouveaux schémas logistiques qui imposent notamment des transbordements plus nombreux pour nous génèrent des risques en termes de qualité de service et de suivi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement attentif. L'autre conséquence à ce gigantisme que nous entrevoyons, c'est que ces gros bateaux ont été sans doute programmés en période de vache grasse. Ce qui est sans doute un peu moins le cas aujourd'hui et on se rend bien compte que l'équation économique des opérateurs de navires conteneurisés est en ce moment particulièrement difficile. Or, pour qu'une supply chain fonctionne bien, il faut que l'ensemble des acteurs qui concourent au bon service door-to-door qu'attendent les chargeurs, dont les armateurs bien entendu font partie, il faut que l'ensemble s'y retrouve parce qu'une entreprise qui a une équation économique compliquée, ça a forcément des répercussions dans son niveau de service. Donc c'est quelque chose à laquelle on est très attentif. Alors je voudrais revenir sur 2-3 points qui ont été dits tout à l'heure, et notamment au niveau des alliances. Je rappelle quand même que les alliances sont des alliances opérationnelles. Ce ne sont pas des alliances commerciales. Autrement dit, les 6 alliances qui regroupent, Jean-Louis, peut-être les 25-30 premiers armateurs, nous avons, en tant qu'acheteurs de fret, encore 30 fournisseurs. On n'en a pas 6. Sur le même bateau, qui a des slots pour plusieurs armateurs, on peut payer le conteneur sur la même route à des tarifs très très différents. Donc ces alliances sont des alliances opérationnelles, ce ne sont pas des alliances commerciales.
Donc, elle concourt à résoudre en partie l'équation économique dont je parlais tout à l'heure, parce que effectivement, ces super navires, il faut les remplir. Mais encore une fois, commercialement, on reste en face de 30 ou 40 fournisseurs entre lesquels la concurrence joue à plein. Pas de problème de fiabilité des services, comme l'a évoqué M. Muller, du coup La fiabilité des services, elle a toujours été un peu aléatoire, mais globalement, le gigantisme a imposé des schémas qui génèrent plus de transbordement. Bon. Et quand il y a un transbordement, il y a une rupture de charge, donc il y a un facteur de risque. Bon, alors je ne dis pas qu'il n'est pas maîtrisé, mais à partir du moment où il y a plus de transbordement, il y a plus de risques, voilà, et plus de difficultés ou de complexité dans le suivi. Pour résumer ce que vous dites, il n'y aura pas de... Oui, allez-y, monsieur. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'en fin de compte, j'écoutais notre ami exportateur tout à l'heure. Mettez bien le micro sur le menton. Simplement, il y a une chose, c'est que si je remonte à 20 ou 30 ans, entre les navires outsiders, armateurs outsiders et les navires conférences, il y avait quand même quelque part, au niveau coque, structure et autres, une qualité de matériaux navires et une différence entre certains navires anciens mal équipés et des navires du même type, mais plus modernes et mieux équipés. Actuellement, les navires qui touchent les ports du Nord, donc les nôtres, ou les ports du Sud concernant Marseille, en définitive, c'est des ballots qui, technologiquement, se valent tous. C'est-à-dire que si vous commandez un navire dont le pavillon, même s'il est panaméen, est secrètement un navire norvégien ou danois ou autre, ou si vous naviguez sur un bateau dont l'armateur se trouve à Genève, et les navires COSCO et autres, etc., MOL et autres, les navires sont du même type et entretenus de la même manière. Donc je ne parle pas de la Méditerranée en cabotage haute, ça c'est un autre domaine. Sur les long trades, en fin de compte, les navires se valent, sont équivalents technologiquement. Je posais une question peut-être un peu naïve. Vous souhaitiez réagir peut-être, non ? Non. Non, j'ai cru que vous vouliez vous saisir du micro. Question peut-être un peu naïve au regard des événements d'hier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurisation des marchandises sur un porte-conteneurs, un problème qui augmente avec leur gigantisation, si j'ose dire ? Est-ce que demain, la barrière, elle ne sera pas là avec une injonction réglementaire de surveillance des marchandises transportées, composants de bombes, alors, etc. dans ce domaine-là, moi, je vous invite à venir au port du Havre, c'est celui que je connais le mieux, c'est celui où je suis. En définitive, le niveau de sûreté et sécurité est beaucoup plus important que dans le passé. Oui, mais on ne cesse de l'augmenter partout. Est-ce que ça ne va pas vous toucher à un moment ou à un autre ? De toute manière. À moins... Et puis, il y a un niveau de concurrence. Alors, je parle d'abord du niveau de concurrence. Entre Le Havre, Dunkerque, Anvers, Rotterdam et Hambourg, il y a un tel niveau de concurrence qu'en fin de compte, il ne peut pas y avoir de malpractice. C'est tout simplement... En fait, on a des ISPS portuaires, on a des services de sécurité portuaire. La conférence Comment accompagner un projet d'équipement en Afrique commence maintenant en conférence numéro 2. Merci. En définitive, il y a d'une part notre personnel de port qui, en fin de compte, assure la sécurité. Hervé, t'as combien de gars ? 100 et quelques ? Bon. En fin de compte, il y a également les entreprises de tension qui font de la sûreté et sécurité. On est arrivé à un niveau de sécurité. On ne peut pas scanner tous les conteneurs. Moi, je ne vais même pas parler du Havre. On va prendre celui de Rotterdam. Est-ce qu'ils vont scanner 12 millions de conteneurs ? Ben non. Ou à ce moment-là, c'est plus les taux de fret qui vont coûter cher, c'est la sûreté et sécurité qui va coûter extrêmement cher. Donc, il faut raison garder. Qu'on soit très vigilant, oui. Sachez quand même que concernant la défense des ports, on n'en parle pas, mais il y a réunion
sous l'égide du préfet de région ou du sous-préfet. Il y a la réunion du commandant de la place d'armes, qui est un marin dans les ports, hein, c'est un futur contre-amiral ou un truc comme ça. Il y a le commandant de gendarmerie, là, le directeur général des douanes, il y a ceci, il y a cela. Il y a déjà une... on anticipe, surtout quand on a un port pétrolier qui est proche du port de commerce, mais il fait partie du port de commerce, il est évident que si les terroristes voulaient cibler, c'est effectivement le port pétrolier qui cible en premier parce qu'il enflamme le reste du port. Donc tout ça, c'est envisagé. Il y a déjà des schémas dont on ne parle pas pour ne pas effrayer la population, mais il n'empêche que là où il y a des énormes raffineries, il y a une cible pour les terroristes. Mais les moyens sont mis en place. Ou les terminaux méthaniers. Monsieur de Saint-Simon, est-ce que la limite au gigantisme, c'est pas l'accessibilité à l'Hinterland, c'est pas le lien entre le port maritime et le fluvial et le rail? Est-ce que c'est pas vraiment ça ce qui pourrait bloquer un jour ou l'autre, la capacité à évacuer un trop-plein de containers? Oui et non. À partir du moment où on est équipé, outillé, organisé pour agrandir l'Hinterland du port, non, il n'y a pas de raison. On est en train de travailler tous ensemble, tous les acteurs de la chaîne logistique internationale, à faire en sorte que nos ports français récupèrent d'abord une partie des flux que leur ont confisqués nos voisins du Nord, et d'autre part, à agrandir leur Hinterland pour que non seulement transitent au travers de nos ports français, évidemment les flux français, mais également les flux qui, naturellement, pourraient drainer un Hinterland plus large. Donc pour ça, il faut que l'ensemble des acteurs que compose la chaîne logistique concourent à ce même objectif et fassent chacun sa part du travail. Donc les ports avec les équipements qui vont bien, les pouvoirs publics avec les capacités d'acheminement ou d'évacuation du port, notamment en termes fluviaux et ferroviaires, les logisticiens que nous sommes pour en aval ou en amont du transport maritime, on ait les outils qui permettent de traiter des flux plus importants. Et enfin, last but not least, comme on dit, nos autorités douanières qui doivent faire de nos ports des terres d'accueil au moins traitées de la même façon que nos grands voisins. Comme vous le savez, on travaille tous activement aujourd'hui à la mise en place du nouveau code des douanes de l'Union. Cette mise en place soulève quelques interrogations. De quel ordre? Parce qu'il y a le code des douanes de l'Union qui est un bel édifice, et après il y a son application nationale. On a une administration des douanes performante chez nous, mais qui parfois a tendance à être un petit peu plus royaliste que le roi. Et on travaille en ce moment étroitement avec notre administration des douanes de façon à ce que l'application du Code de l'Union qui sera fait dans nos points d'entrée sur le territoire national, que ce soit les ports ou les aéroports d'ailleurs, la problématique est exactement la même, nous mette à niveau de concurrence équivalent avec les autres grands points d'entrée du nord de l'Europe, ou du sud d'ailleurs, mais... les autres grands points d'entrée de l'Europe. Donc, je comprends pas, c'est une question financière ou une question de temps de mobilisation avant la déclaration douanière? C'est une question de réglementation. De réglementation, d'accord. De réglementation. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais il y a un certain nombre de dispositions du Code des douanes français qui doivent être rapidement adaptées de façon à rendre nos points d'entrée nationaux aussi accueillants que les quelques voisins du Nord que j'ai du mal à citer. Bon, on a à peu près compris qui c'était, mais on ne les citera pas, donc. Christassis, vous nous faites l'honneur et l'avantage de parler en français. Merci. Vous êtes docteur titulaire d'une chaire universitaire sur le transport logistique
La logistique, pardon, et les ports à l'université d'Anvers. Allez-y, par rapport à tout ce qu'on a dit, vos réflexions et cadrez-nous le débat sur le gigantisme. Ok. Tout le monde peut voir mes diapos. Merci, télécommande est là. merci pour l'invitation. Comme c'est déjà dit, je travaille à Anvers. Ça veut dire que j'habite dans la partie flamande et je ne suis pas habituée de parler en français. Mais aujourd'hui, je fais mon mieux et je fais avec plaisir. C'est très bien parti pour l'instant. Oui, ok, merci. Je vais commencer avec des mesures. Mon présentation va parler des mesures de rationalisation de l'industrie du transport maritime de conteneurs. La présentation commence avec une description de l'industrie du transport maritime conteneur. On a déjà entendu des autres intervenants, mais ici on voit 4 graphiques. Quand on commence avec le graphique en haut à gauche, on peut voir là-bas l'évolution de l'offre et de demande. Et concernant la demande et l'offre, on peut voir que l'offre est fréquemment supérieure à la demande. C'est l'histoire se répète. Donc, il y a de surcapacité. C'est déjà dit par les autres intervenants. Quelle est la conséquence? C'est justement un principe économique de base. On peut voir ça sur la graphique à côté. À droite en haut, qu'il y a un presseur sur les tarifs de frais. Ici, on voit l'évolution de tarifs de frais entre Shanghai et Europe et entre Shanghai et le côte ouest. En haut à droite. d'Amérique. Et quand on voit ce graphique, on peut voir que les taux de frais ont diminué presque de 212 ici sur la graphique. Qu'est-ce que ça veut dire aux marges d'exploitation? Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu, si je comprends tout. On peut voir ça sur la graphe en droite en bas. Et si on compare avec les deux graphes, s'il y a une hausse dans les taux de fret, on peut voir que la marge d'exploitation aussi augmente. Mais quand on regarde les zéros et quand on regarde, on peut demander la question si c'est raisonnable pour les armateurs avec une marge d'opération si bas. Ils gagnent de moins en moins d'argent, tout ça. Oui. Et quand on compare les plus grands, comme Maersk Line et CMA CGM, on peut voir qu'ils font mieux sur le profit. C'est parce que directement indiqué avec des navires plus grands. Néanmoins que le prix du pétrole est vraiment bas, il ne suffit pas d'avoir des forts profits. La diapo suivante montre le degré de concentration et l'intensité de compétition. De nouveau, différentes graphes. À gauche, vous voyez l'analyse de marché au niveau d'industrie. À droite, on peut voir l'analyse sur des principales voies de commerce. Je commence avec la graphique en gauche haut à gauche. On peut voir là-bas le degré de concentration. Qu'est-ce que tu dois voir? Et il augmente toujours directement lié avec une fusion. Hein? Quand on voit le 1999, on peut voir qu'il y a une augmentation dans le degré de concentration. C'est lié au Maersk Line et Sealand. Quand on voit 2005, de nouveau une augmentation, de nouveau une fusion, Maersk Sealand et Royal P&O Net Lloyd. Il y a un principe qui dit plus de 40%, c'était un marché de type oligopolistique. Peut-être le public demande maintenant pourquoi on doit savoir. Mais une académie veut savoir ça parce que ça nous donne des enseignements sur la stratégie tarifaire et aussi sur les marges de profit.
Normalement, en théorie, un type de marché comme ça doit avoir des marges fortes et des profits importants. Et néanmoins, le diapositive précédent montre le contraire. C'était un marché qui est fragmenté, c'est un marché qui ne pense pas rationnel, émotionnel. On peut également voir l'impact de fusion de deux armateurs chinois et aussi de CMA CGM et APL. Et on peut voir que l'intensité augmente de nouveau. Normalement, ça doit être, on doit voir ça dans les tarifs de frais qui doivent augmenter. Mais ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. À droite, vous voyez le degré de concentration au niveau des principales voies de commerce. Et on peut voir que ça varie fortement selon les voies. Mais le degré de concentré peut masquer l'intensité de compétition. Et c'est pour ça qu'on calcule un index qui est appelé index de stabilité, qu'on peut voir à gauche en bas. Et ça varie de 0 à 1. Et 1, ça veut dire, ça signifie un très haut niveau de concurrence. Si on voit l'évolution, c'était... Ça suggère un marché stable. On peut voir des pics, et des pics sont liés avec les fusions. Et aussi, on peut voir en 209, on peut voir un pic, c'est les crises économiques qu'on peut voir. Mais regarde bien la graphique, l'effet de fusion, ça devient de nouveau stable. Ça ne reste pas sur un niveau plus haut. Mais ça semble remonter en 2016. Oui. En 2016, c'était augmenté, mais immédiatement, ça devient des trafics normaux, de nouveau. Quand on regarde sur le niveau des voies, on voit un graphique, un spaghetti. Hein, mais là-bas, on peut de nouveau voir si on doit regarder au niveau des voies. Quel est le message de cette diapo? Le message est que c'était préférable d'étudier le niveau de compétition, d'avoir une analyse désagrégée. Hein, pas agrégée, mais vraiment sur les voies. OK. Que peut faire un armateur, un opérateur? Ici, on voit une boîte à outils. Hein, ce sont des leviers endogènes. Aujourd'hui, je vais seulement parler des deux premières, de déploiement de navires à grande capacité, déjà adressés par les autres intervenants, mais aussi la coopération. Je commence avec la première mesure, c'est la réduction du coût. Et j'ai entendu bien des autres intervenants qu'on est intéressé aux navires plus grands parce que ça génère des économies d'échelle supplémentaires. Mais ce qu'on voit, de plus en plus, le navire, la grandeur du navire, le rendement se décroissant. Il y a une assumption. Et c'était une fois, j'ai entendu le mot, c'était la haute facteur de charge. Ça, c'est vraiment le problème. On a pensé, on va mettre des grands navires en service et les navires seront pleins. Mais ça, c'est pas le cas. Les autres graphiques montrent que maintenant, si on compare le trafic maritime en global, le trafic conteneur est 16%. Il y a des spéculations que le segment de conteneurs va agrandir de 2026 à 22%. C'est pour ça aussi qu'on va voir beaucoup de grands navires. Si on voit en bas les deux graphiques, on peut voir, premièrement à gauche, que demain, on parle bien des grands navires et big is beautiful. Mais ce matin, c'était seulement la minorité. Si on regarde le carnet de commandes, on peut voir là-bas que les grands navires sont plutôt la majorité. Eh bien,
On a voir l'offre ici sur le diapo. Si du côté de l'offre, on attend bien un accroissement de capacité, comment c'était à côté de la demande? Et ça, c'est quelque chose que je... Où est-ce que... Ah, ici. J'ai mis... La prochaine diapo, c'est les 50 mesures. C'était de la coopération. Il y a beaucoup déjà parlé de la coopération. Et particulièrement, j'aime l'opinion de M. Saint-Simon, si je me entends Herbert bien. de Saint-Simon. Parce qu'il a vraiment dit que les alliances sont des coopérations opérationnelles, pas commerciales. Ça veut dire, si je suis un chargeur, aujourd'hui, j'ai un choix de peut-être 100 armateurs et demain, je vais avoir aussi un choix de 100 armateurs. Je dis 100 parce que Alpha Liner, qui est ici à Paris, fait des tops de centaines armateurs. On voit avec les couleurs les alliances. Hein, et ce qu'on peut observer, c'est que la plupart des top armateurs sont dans un armateur. Pas parce qu'ils l'aiment, hein, parce qu'ils sont forcés. Et ça va changer maintenant parce qu'il y a quelques fusions, les deux armateurs chinois et CMA-CGM avec APL. Et c'est pour ça qu'on peut voir à droite, peut-être le top va changer. Comme ça, nous avons le 2M, hein, les deux premiers, et on suggère qu'il y a une autre alliance de C et O. Et regardez bien aux armateurs qui sont dans cette alliance. Ce sont des armateurs qui succèdent d'avoir plus de profit que les autres. C'est vraiment intéressant. Le reste sont des armateurs qui sont dans l'industrie parce qu'ils sont dans une alliance. Autrement, ils n'étaient pas dans le marché. Mais je suis presque fini. Est-ce qu'il y a besoin de régulation? Ça, c'est ma dernière pointe que je veux adresser. Nous, les académies, on dit à court terme, ce n'est pas nécessaire. Et nous avons de preuves. Si on voit, normalement, ça veut dire les taux vraiment hauts. Ce n'est pas le cas. Les taux de frais sont vraiment faibles. Et on doit aussi regarder l'intensité de compétition. On doit regarder sur les voies principales, mais en général, ce n'est pas un problème. Ce qu'on doit faire maintenant, est-ce qu'on doit faire maintenant quelque chose? On dit oui. On dit qu'on doit développer le suivi du marché maritime du point de vue de la supply chain. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu dans l'exposé ce matin. On doit voir le supply chain. On peut voir sur le diapo quoi on doit suivre et aussi qui on doit suivre. Mais c'est dans un débat qui est plutôt opérationnel que je ne parle pas aujourd'hui. J'arrive aux conclusions et quelques recommandations. C'est clair, c'est vraiment clair. Je fais l'étude de cette marché depuis quelques années. Et maintenant, c'était une évolution incroyable, rapide du marché. Ça, c'est vraiment clair. On peut voir un environnement compétitif sur les principales voies. Ça veut dire le comportement des acteurs est maintenant défini par pas seulement les profits. Ça, c'était la motivation en 1994. C'était la motivation, c'était les profits. Mais aujourd'hui, c'était le profit. C'était parce que si vous êtes dans une alliance, tu dois avoir les mêmes avis comme les autres membres. Et ça, c'est quelque chose. Aussi des législations environnementales. Ce sont des problèmes que les armateurs ont aujourd'hui. C'est pour ça qu'on on attend plutôt mieux, plus de coopération à court terme et certainement plus de consolidation. Qu'est-ce que vont faire les trois armateurs japonais, MOL, K-Line et NYK? D'abord, sur la coopération, ce n'est pas de nouveau. C'est seulement l'histoire qui se répète. L'instabilité attendue sur le marché reste théorique.
Mais ce qu'on doit suivre, les Drewry, les Alphaliner et Dynama, ils doivent suivre la réduction du nombre de services. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment comme le transport aérien. Là-bas, il y a aussi des alliances, mais pour moi, comme passager, j'ai eu plutôt mieux des options, mais pas directement. Je dois y aller à Francfort ou à Charles de Gaulle et prendre un autre avion. Ça, c'est le cas aussi dans le maritime. Et comme dans le tourisme, vous avez des bureaux de tourisme, c'est comme the forwarders. On doit regarder sur l'influence la supply chain maritime. Toutes les personnes sont vraiment importantes ici. Et regardons les problèmes aussi dans les portuaires, terminaux et tout ça. C'est clair que le marché évolue vers un oligopole bilatéral. Et on doit discuter bilatéral. Et c'est ça où le game is played. Je viens au fini de mon exposition. Tout est déjà étudié en 2006, publié en 2008. Si vous avez encore envie de lire plus, l'étude est accessible public, gratuite. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre effort d'avoir parlé en français. Herbert de Saint-Simon, une réaction. Oui, je voudrais revenir une minute sur les taux de fret. Je vais en profiter parce que comme il n'y a pas d'armateur autour de la table, le monde maritime vit comme n'importe quel autre acteur économique dans un monde libéral au gré de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il y a plus d'offres que de demandes. Donc les taux chutent. On a connu, il n'y a pas si longtemps, il y a 18 mois, des taux de fret à $3 000 sur l'axe Asie-Europe parce que l'offre et la demande étaient plus en adéquation. Ils sont à combien aujourd'hui, les taux de fret ? Très bas. Qui permettent pas aux armateurs de vivre aujourd'hui, c'est clair. Bon, maintenant, à eux d'adapter. Quand les usines de monsieur vendent moins de cocottes minutes, enfin je sais pas s'ils en vendent toujours, mais vendent moins de cocottes minutes, bah, ils adaptent leur outil de production. Bon, les armateurs, ils sont soumis aux mêmes lois. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'ils mettent des bateaux à l'ancre. Mais voilà, je veux dire, et demain, les taux de fret remonteront lorsque l'équation offre-demande sera plus équilibrée. Donc tout va bien, il faut laisser le marché se réguler lui-même. Exactement. Mais une oligopole, quand même, c'est un peu anti-économique, une oligopole. C'est pas ce qu'il y a de mieux, ce que le capitalisme a inventé de mieux. C'est un marché qui n'appartient qu'à un ou deux acteurs et qui dicte sa loi. Alors, on n'est plus sur la loi de l'offre et de la demande. Si une oligopole se constitue. Monsieur Merck. L'oligopole, c'est la concentration. Ou monsieur. L'oligopole, c'est la concentration entre les mains de quelques sociétés. Et le micro, c'est sur le menton. Alors, en définitive, moi, je rejoins ce que dit Herbert. Hein, c'est-à-dire que les armateurs ont connu des années grasses. Actuellement, l'herbe est rare, l'herbe grasse peut revenir, et simplement, d'abord, c'est totalement mondialisé. Donc, c'est pas l'Asie qui régente, c'est pas l'Europe qui régente, c'est pas les Américains qui régentent, c'est un marché mondialisé où véritablement chaque armateur se glisse dans un créneau, qu'il soit sur un Trade Asie ou sur un Trade Amérique et autres, et simplement, ce que disait Herbert, c'est vrai, c'est un marché ouvert, une économie libre, et ça, on ne peut pas le réglementer. Vous êtes d'accord, monsieur Merck ? Je ne suis pas sûr. Rapidement, avant de passer la parole à la salle. Alors, si l'argument est on a des oligopoles, mais c'est pas grave parce que les taux de fret sont bas, là, je trouve qu'on se trompe de débat parce que c'est pas ça le débat. Le débat, à mon avis, c'est il y a un système qui génère un malfonctionnement et, à mon avis, le taux de frais bas en est l'illustration.
parce que c'est une surcapacité, c'est une bulle qui est créée par un système qui ne marche pas. À mon avis, c'est ça. Après, on peut dire c'est l'offre et demande, mais c'est parce qu'il y a un système qui est créé comme ça. On a l'offre et demande, on a les forces de marché qui est régulé comme il est. C'est à mon avis ça le débat. Après, bien sûr, on peut changer la réglementation, ça c'est clair. On peut décider de ne pas donner de l'aide d'État à des armateurs, par exemple. Ou on peut dire, bon, ça, on fait ça sous conditions telles ou telles. On peut dire, comme ils le font en Chine, dire, bon, ça va être ça, la taille maximale de navires dans les ports. Je ne dis pas que c'est désirable, mais c'est possible, c'est ça. Et à mon avis, le débat, ça va se focaliser sur ça. Peut-être quelques points sur ce qui a été dit sur... On a vu ça dans le passé. 1 minute. Hein. Oui, on a vu ça dans le passé, peut-être. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que ça accélère. Hein. On a vu les dernières 10 années, c'est la taille maximale et aussi la taille moyenne des navires qui est doublée. En 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire en 10 ans Bon, on peut peut-être construire un terminal, mais le terminal, un navire, on le construit en 2 ans. Alors, il y a une sorte d'asymétrie. Et c'est là aussi le problème des oligopoles bilatérales. Hein. On peut dire, bon, il y a une consolidation armateur, mais aussi une consolidation terminaux. Le problème, c'est qu'il y a une asymétrie. Il y a un armateur qui peut mettre ses navires partout. Il y a les terminaux qui sont là, les investissements fixes pour une période de 30 à 35 ans. Christassis, vous n'êtes pas d'accord du tout. Oui, je veux répondre, 1 minute. mais maintenant, oui, mais je vais le faire en anglais. First of all, yes, the market will self-regulate. Canal 1 pour le français, pour ceux qui veulent. And we have a very good example in the dry bulk sector. You started this discussion with referring to the Baltic Dry Index, which is really low. And over there, in that sector, for the same reasons, for the booming period that we heard here, they ordered very big ships, Cape sizes. What we see now, because demand is also over there, and it is about demand. Demand in China, but also in Brazil is not like expected, etc. And over there, what they are doing is exactly those Cape sizes go to the shipyards. So the newest, not the oldest ships actually are going to the shipyard. Will this happen in the container line shipping industry? I don't think so. Will bigger ships be built? I think so, because Japanese shipyards are now making a larger dock for building plus 21,000 TEUs. And I really think that the market will self-regulate, and we need to have a look at air transport sector. Also over there, you had an increase of airplanes, and airports succeeded to cope with that. So we will not say, my opinion is that we will not say in Europe, ça c'est le maximum. Because then the Chinese may build it and come at very low prices and low cost to here. So that's something that we will not say. But it is definitely about self-regulation. And that will happen in the market, and we will see. I think 2016, definitely with the smaller carriers, that some of them with big losses have big problems, and the sector will change. And then we need to restudy again what's happened. But it is also, with respect to operational aspects, ports, etc., you need to know about the market structure to know how to negotiate. Who has the negotiation power in this situation? It's different if you're a small forwarder versus DHL, Kuehne+Nagel to negotiate. They can even negotiate not paying the bunker adjustment factor because they are big. The smaller ones need to pay it. So it is about negotiation power with the shippers, with the ports, and with the terminals. And I think a solution will be also in innovation. That's something that being creative with respect to that. Mesdames, Messieurs, ils sont à vous, il et elle. Avez-vous des questions, des commentaires? Vous êtes nombreux, donc statistiquement, merci.
Présentez-vous, s'il vous plaît. Marie Douai-Séréma. Je voudrais savoir si la limite à l'augmentation de la taille des porte-conteneurs ne pourrait-elle pas être du côté des ports dans la capacité à financer les infrastructures portuaires qui vient pour grande partie des contribuables. Je parle bien des infrastructures, chenaux, bassins, quais, longueur de quai et profondeur de quai. Et du coup, est-ce que l'État, je repose ma question, ne pourrait pas surtaxer ou taxer ces super navires eu égard aux investissements qu'ils nécessitent? Hervé Martel, non, oui, merci. Merci madame. Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a deux fondements possibles à une politique publique de régulation. Le premier, c'est la concurrence. C'est effectivement s'il y avait une concentration qui pose des difficultés de concurrence. Vous l'avez démontré, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'est pas sur un phénomène de concentration commerciale, ça a été rappelé, mais je le redis, on est sur un phénomène d'organisation technique des lignes où chaque armateur conserve son autonomie commerciale. Et donc, cette logique de régulation pour des raisons de concurrence, elle ne me semble pas s'imposer aujourd'hui. Le marché est dérégulé, c'est assumé. Les autorités chinoises, européennes et américaines ont les moyens de réguler. D'ailleurs, la Chine a interdit le P3. La première alliance autour de CMA-CGM a été interdite par l'autorité de la concurrence chinoise. Il se trouve, c'est le hasard sans doute, mais qu'il y avait des grands armateurs chinois qui n'avaient pas trouvé leur place dans des alliances à ce moment-là. Mais c'est forcément le hasard. Il se trouve que lorsque les deux armateurs ont trouvé leur place, les Chinois étaient d'accord, et je suppose que sur ce qui a été présenté en rouge tout à l'heure, le New China Shipping plus le WOCL, le chinois de Hong Kong autour de CMA-CGM, c'est pas annoncé, ça, enfin, c'est dans la presse. Je suppose que l'autorité chinoise sera d'accord parce que les armateurs chinois ont trouvé leur place. Voilà. Mais en tout cas, les grands blocs Amérique, Europe et Chine ont un outil de régulation au travers de l'autorisation ou pas de ces alliances. Pour des questions de régulation de la concurrence, pas d'impérieuse nécessité, de mon point de vue, de mettre en place une régulation. Les chargeurs ont un niveau de service qui est ce qu'il est, cette concentration, moins de services. On ne peut pas avoir un service premium à un tarif low cost. On a un tarif low cost, donc on a le service qu'on paye. Mais ça, c'est la résultante d'un marché dérégulé avec des prix bas. L'autre aspect, effectivement, c'est en termes de politique publique. Et d'ailleurs, Herbert de Saint-Simon a dit tout à l'heure, a laissé entendre qu'il y avait une concentration sur les ports. Et en fait, pas tellement. On a eu ce débat depuis assez longtemps, de regarder si les trafics allaient se concentrer, si en Europe il n'y aurait plus que le port de Rotterdam, ou s'il y aurait la place pour de nombreux ports sur l'Orange, si ces grands navires n'escaleraient qu'une seule fois ou deux fois, ou s'ils continueraient à escaler 6 ou 7 fois, eh bien aujourd'hui, ils continuent à escaler dans un nombre de ports important, et on n'observe pas de façon très forte ce phénomène de concentration sur les ports. Malgré tout, il y a des ports qui décrochent. Le port de Zeebrugge, qui a peu d'interland, a vu son trafic divisé par, je ne sais plus, par 2 sans doute depuis quelques années, et ça se concentre sur Anvers. Donc on commence à voir quelques éléments de concentration d'activité sur un certain nombre de ports, mais pas de façon tendanciellement très forte. La question n'est pas fermée, ça peut encore évoluer dans la durée. Après, en termes de politique publique, est-ce qu'il faut réguler par la capacité des ports? Trop d'investissements publics qui finalement n'auraient pas de sens en matière socio-économique. Je dirais que comme pour les alliances, très longtemps, c'est Maersk qui donnait le tempo. Maersk achetait des grands navires, les autres n'avaient pas le choix, ils devaient suivre. Notre Maersk à nous, c'est le port de Rotterdam. Le port de Rotterdam, avec la Maasvlakte 2, a posé un standard d'infrastructure qui aujourd'hui est très au-delà de ce que demandent les plus grands navires d'aujourd'hui. Donc à partir du moment où notre Maersk à nous a déjà construit des quais et des terminaux sans limite, je dirais les autres ports n'ont pas d'autre choix que de suivre. Et encore une fois, les ports français ne sont pas mal placés, parce que quand vous voyez les grands ports en Europe, Hambourg et Anvers, ce sont des ports d'estuaire. Donc eux, ils ne pourront pas, ils auront forcément un jour une limite. Remonter l'Elbe ou remonter l'Escaut, c'est une contrainte qui sera insurmontable. On a la chance en France d'avoir des ports de haute mer, donc finalement c'est un atout. Mais encore une fois, une régulation européenne, on a eu ce débat-là avec la Commission européenne au moment des RTET, des réseaux transeuropéens de transport. Combien de ports dans le Core Network? Certains pensaient qu'il en fallait un ou quelques-uns, d'autres pensaient qu'il fallait que ce soit plus équilibré. La politique portuaire européenne, elle est assez équilibrée, avec finalement pas de volonté de concentrer sur un nombre très limité de ports. Après, j'en reviens à ce que je disais au début. À partir du moment où les armateurs ont des grands navires, il revient à chaque port d'investir pour servir ses clients, en fait. Christa 6.
je veux ajouter quelque chose, parce que quand on voit les signes, les plans des plus grands navires, the draft is 16 meters. So that suggests that all the ports that play now and receive the bigger ships, 18,000, 19,000, will be still in the game. Because if you have a look then, previous years, couple of years ago, everyone was saying that the bigger ships would mean less port calls. This is not the case. And this is currently definitely not the case. Why not? Because they need to fill their ships. And that's a big problem because of the low demand. So they go to multiple ports. And that's something that I think will remain the case. Une autre question? Ou alors, vraiment rapidement, un mot, parce que j'ai eu qu'une question, je voudrais deux ou trois. Oui, donc c'est juste pour rebondir ce que dit Hervé Mattel, hein, que j'aime bien ce que vous avez dit là ce matin. Alors, ce que j'ai dit sur les autorités portuaires, ça ne le concerne pas, mais moi je vais dire, ça c'est aussi une réponse à la question. Souvent, le comportement des autorités portuaires, c'est un peu le comportement des adolescents, je dirais. Hein. Ils vivent encore sur l'argent de poche de leurs parents. Mais en même temps, ils ont un comportement, on va dire, cool, mais assez irresponsable. C'est-à-dire, ils se considèrent qu'ils sont en fait le PDG de l'entreprise, mais irresponsables finalement parce qu'ils ne servent pas l'intérêt public. Et je trouve que là, il y a un problème quand on regarde les grands ports aussi en Europe. Ils écoutent tous les armateurs, ce qui est logique. Ça, c'est le côté commercial. En même temps, il y a aussi un côté intérêt public. Et le côté intérêt public, ce sera, par exemple, de coopérer sur des principes comme le méga navire. Comment le tarif portuaire doit être adapté à ça. Mais aussi les questions de grandes infrastructures. En Europe, on a créé une énorme surcapacité portuaire aussi, qui finalement, le seul bénéfice, c'est l'armateur, parce qu'il peut choisir. Et c'est pour ça aussi qu'il choisit. Il prend tous les ports. C'est bien sûr dans son intérêt. Monsieur Le Yondre, vous avez une question très courte. Il y a un élément que tout le monde n'a pas mentionné, c'est que chez les grands opérateurs de terminaux, les armateurs sont dans le capital d'une manière importante. Or, effectivement, les opérateurs ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. 50% de leur capital appartient à des grands armateurs, ou 25% ou plus. Donc effectivement, la difficulté, quand j'entends mon voisin dire les opérateurs sont comme des enfants, ils sont comme des enfants manœuvrés capitalistement en actionnaires par des armateurs. Et ça, c'est un élément fondamental. Dans tous les grands terminaux, il y a du Dubai Port, il y a du Maersk, il y a du MSC, il y a ceci, il y a cela, il y a les Chinois en Chine, etc. Donc le destin des opérateurs de terminaux de détention se joue en même temps d'une manière actionnariale avec les armateurs. Merci. Une autre question? Vous avez levé la main en premier. Je ne sais pas si je peux déborder dans cette salle. Oui, bonjour, Michel Lemester, journal La Marine Marchande. Est-ce que la tentative enfin réussie de la Commission européenne d'exiger de la transparence dans le financement des ports, j'entends de l'autorité portuaire, donc les dragages, les quais, pas la superstructure où les armateurs peuvent intervenir, ne va pas calmer les ardeurs adolescentes d'un certain nombre de ports qui, au nom de la sauvegarde des chargeurs nationaux, partent dans des projets somptuaires. Merci. On a 5 minutes. Une réponse courte, Hervé. Oui, alors réponse très courte. D'abord, je vais remercier Olaf parce que ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas qualifié d'adolescent. Et finalement, c'est plutôt sympa. Non, mais je voudrais quand même redire que depuis quelques années, les dernières générations de navires, ils ne sont pas plus longs. On est sur 400 mètres. Ils ne sont pas plus profonds. On a même des nouvelles générations qui sont un peu moins exigeantes en matière de tir en dos. En tout cas, on ne dépasse pas les 16 mètres. Ils sont plus hauts et plus larges. Et donc, ça pose essentiellement des problèmes d'investissement privés sur les portiques et beaucoup moins de difficultés sur les investissements sur les infrastructures.
Maintenant, on entend parler de navires à l'étude de 420 mètres qui pourraient reposer ces questions-là. Mais depuis quelques années, la contrainte sur l'infrastructure, que ce soit le chenal ou les postes à quai, est beaucoup moins forte et elle est beaucoup plus forte sur les opérateurs de terminaux. Après, la réglementation européenne transparence et surtout son corollaire sur les aides d'État, en fait, hein, sur le règlement purement commission sur l'exemption et sur les aides d'État. Et effectivement, ça peut calmer non pas l'adolescence des ports, mais des États qui aident leurs ports à financer n'importe quoi. Je dirais ça comme ça. Il reste que pour un port, c'est pas une question d'adolescence, c'est une question de relation client. Si le shipping exige sur toutes les alliances un standard de navire, le port, qu'il soit public ou pas public, il est dans une relation client-fournisseur et soit il s'adapte aux besoins de son client, soit il disparaît. Et donc on a, à mon avis, pas le choix, dès lors que certains, Rotterdam en tête, se sont mis en situation de traiter les plus grands navires et que certains clients, tous en l'occurrence, ont investi et continuent à investir. Vous avez vu les camemberts. Hein, demain, la taille des plus de 18 000, la part des plus de 18 000 dans la flotte mondiale, elle sera plus importante. Mais un port ne peut pas dire que pour des raisons de politique publique ou pour je ne sais quelle raison, il va se mettre en situation de ne pas servir l'ensemble de ses clients, parce que dire ça, ça veut dire disparaître. Et donc, un port, c'est aussi une entreprise commerciale, elle a des clients, et ne pas servir ses clients, c'est simplement suicidaire. Donc je crois que si on régule le secteur du shipping, les ports s'adapteront aux besoins de leurs clients. Si on ne le régule pas, ils s'adapteront aussi aux besoins de leurs clients et donc ils s'adapteront pour accueillir les plus grands navires ou ils mourront. Merci Hervé. Dernière question, intervention. Merci, c'est plus une toute petite nuance sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur notamment la concentration, Fabien Méclin de l'association des chargeurs français. Sur la concentration des marchandises dans les ports. Les deux intervenants ont dit que ce n'était pas une tendance actuelle. Je voudrais nuancer ça un tout petit peu parce que notamment sur l'Asie-Europe, on est entre le deuxième semestre 2015 et le deuxième semestre 2014 avec une baisse du nombre de touchés en Europe du Nord de 10 à 15% en nombre de touchés hebdomadaires. Donc, alors, évidemment, les navires ont grandi, donc les nombres de touchés, mais il y a quand même un nombre inférieur, avec 2 ports qui ont été complètement supprimés des services. Et pour la Méditerranée, on est sur une baisse de 13% avec Méditerranée Ouest. 13% de baisse du nombre de touchés et un port italien qui a été complètement supprimé. Donc c'est quand même une tendance, évidemment, gigantisme, ça peut l'expliquer. Pardon, c'est mathématique. Hein. Une minute. Autant de marchandises sur moins de navires plus gros, ça fait moins de touchés. Il n'y a qu'à faire le calcul, c'est évident. On a aussi un phénomène de blank sailing. De plus en plus d'escales sont sautées par les armateurs. On rejoint la question de la qualité de service, en fait. À partir du moment où les frettes ne payent pas, l'armateur, il maîtrise ses coûts. Et puis, s'il doit sauter une escale au détriment de ses clients, et tant pis pour les clients. Et ça arrive de plus en plus, et ça limite aussi des touchés. Mais en tendance, sur plusieurs années, sur le moyen long terme, on pouvait s'attendre, il y a 10 ans, à un phénomène de concentration forte sur les ports. Et de fait, on ne l'a pas connu. Et c'est l'exemple de Zeebrugge depuis 2 ans qui peut-être, je ne sais pas si c'est une tendance qui démarre ou si c'est un cas isolé. Zeebrugge qui manque d'Interland, en fait, qui n'a pas de connexion avec son Interland et qui se trouve aspiré par le port d'Anvers qui, lui, a son Interland. Est-ce que c'est le début d'une tendance ou est-ce que c'est un cas isolé? Je ne sais pas. Merci à tous. J'ai pris 6 minutes sur l'espace avant l'autre conférence. Je suis désolé pour les suivants. Merci beaucoup, messieurs, madame. Suite des opérations, 11h30. Le Maritime Day continue, salle de conférence 2. On démarre par le poids des conteneurs, la convention SOLAS. Je vous y retrouve.